Bonjour et bienvenue à tous. Massacre du 28 septembre 2009, a-t-on le droit de se taire quand on connaît la vérité? Le 28 septembre 2009, une manifestation de partisans de l'opposition a été organisée au stade du le 28 septembre, contre les projets du chef de la junte militaire, Moussa Dadis Camara, au pouvoir de se présenter à l'élection présidentielle. Cette manifestation a été réprimée dans le sang par l'armée. Le 3 décembre 2009, Moussa Dadis Camara est blessé lors d'un attentat par son principal conseiller et aide de camp, Aboubacar Toumba Diakité, et le ministre de la Défense, Sekouba Konaté, prend la présidence par intérim. Aboubacar Toumba Diakité expliquera quelques jours plus tard, sur les ondes de la Radio France Internationale, RFI, avoir commis l'attaque parce que Moussa Dadis Camara avait l'intention de rejeter sur lui toute la responsabilité du massacre. Le 16 décembre 2009, un document de 60 pages a été remis au Conseil de sécurité par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Les 60 pages accablent Moussa Dadis Camara, Aboubacar Chérif, Toumba, Diakité et Moussa Tegboro Camara, qui sont tous trois considérés comme ayant une responsabilité pénale individuelle dans ces massacres. Mais d'autres noms apparaissent également. Ceux de Claude Pivy et du général Sekouba Konaté, entre autres. Le 8 juillet 2015, entendu par des juges guinéens à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, où il vit en exil depuis 2010, Moussa Dadis Camara, à l'instar de ses 11 autres co-accusés, a été inculpé dans le cadre de l'enquête sur le massacre du 28 septembre 2009. Le 16 septembre 2021, à peine nommé, le ministre de la Justice, Charles-Alphonse Wright, promettait que la vérité sera connue et fixait la date du 28 septembre 2022 pour la tenue du procès du massacre du 28 septembre 2009. Aujourd'hui à la barre, les co-accusés défilent et se ressemblent, trou de mémoire et déni, réponses évasives, appel au djinn et au fétichisme, récitation coranique et biblique, monologue évoquant les philosophes Héraclite et Emmanuel Kant, tableau du scientifique russe Mendeleïev comme si, par exemple, ce classement des éléments chimiques élaborés à la fin du 19e siècle pouvait aider à percer le mystère de ce que fut le pouvoir de Moussa Dadis Camara, entre le 23 décembre 2008 et le 3 décembre 2009. Sont-ils conscients qu'ils sont devant une cour criminelle et qu'ils sont accusés de crimes contre l'humanité, de crimes qui ont détruit des vies et que leur gravité a porté atteinte à l'humanité tout entière? Les atrocités commises et les brutalités subies pendant ces massacres nous reviennent aujourd'hui à l'esprit. Plus de 157 personnes ont été tuées, des centaines ont été blessées ou sont devenues la cible de crimes sexuels et le tout en moins de 30 minutes dans l'un des tueries les plus rapides et les plus systématiques connus de l'histoire de la Guinée. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Après la tentative d'assassinat de Dadis Camara, après la blessure de Moussa Dadis Camara, les grandes manœuvres sont en cours pour la récupération du pouvoir d'État en Guinée. Dans ce jeu d'ombre, se distingue nettement la silhouette de la France. Le capitaine Moussa Dadis Camara, qui a pris les rênes de la Guinée en Noël 2008, est certainement né sous une bonne étoile. La rafale de Mide est reformatée pour être moins revêche. Pour cela, l'appui de la France s'avère nécessaire, voire vital. Au cours de la matinée, l'opposant Alpha Condé a été reçu en secret au Quai d'Orsay par le ministre Bernard Kouchner. Kouchner a demandé à l'opposant historique de tout mettre en œuvre pour créer une plateforme crédible de l'opposition guinéenne, qui pèche par son manque d'unité et de cohésion. Cette plateforme d'opposition servirait de tête de pont à la stratégie française de reprise en main du processus de transition en cours en Guinée. Les opposants auront pour rôle de conditionner l'armée et principalement le CNDD pour les convaincre que Moussa Dadis Camara est hors course, physiquement et politiquement. Et que la seule alternative, c'est que des « soldats patriotes » s'emparent du pouvoir pour évincer la junte ou, à tout le moins, des patriotes républicains au sein de la junte s'emparent des leviers de commande de l'État. La France de son côté s'engagerait à mettre une pression internationale maximale sur la junte et principalement sur Dadis et ses proches. Elle aurait promis à ses alliés de l'opposition de mobiliser les pays de l'Union européenne ainsi que les États-Unis d'Amérique pour obtenir le départ définitif et irrévocable de Dadis de la tête de la Guinée en le maintenant dans son exil médical et positionner le général Sekouba Konaté, numéro 3 de la junte, supposé plus proche des Français, comme le nouvel homme fort du pays. L'objectif de tout cela est d'installer, enfin, à Conakry un régime qui, pour une fois, serait favorable à la France. Alpha Condé, l'homme de la France. Alpha Condé a téléphoné aux autres opposants que sont François Lonsny-Foll, Jean-Marie Doré, Sidia Touré et Cellou Dalein Diallo pour les informer du soutien actif de Paris. Et leur demander de jouer leur partition. C'est pour cela que,
Sur les ondes de la chaîne de télé internationale francophone France 24, Cellou Dalein Diallo a lancé un appel fort aux militaires patriotes, leur demandant clairement de tourner la page Dadis et de se doter de nouvelles autorités. Il s'agit clairement de rejeter la médiation de la CEDEAO et de l'Union africaine, menée par Blaise Compaoré depuis octobre, pour s'en remettre désormais au schéma français. Et c'est là que la boîte de Pandore pourrait être ouverte. Moussa Dadis Camara n'a jamais été une bonne solution. Mais il semble que l'on veuille le remplacer par une solution pire. Malgré ses dérapages de débutants et ses frasques qui irritent la France, Dadi a un atout, l'armée est soudée autour de lui. Les différents clans d'officiers, 10, Toumba avait annoncé au talkie-walkie, « On a tué le président, le pouvoir est dans ma main, je suis le nouvel homme fort du pays ». Avec les survivants et renouveler l'engagement pour que cela ne se reproduise plus jamais. C'est également l'occasion de réfléchir à l'avenir, que nous croyons très prometteur, de notre beau pays en matière de réconciliation et de construction de la nation. Nous avons l'obligation morale de tirer de ce procès, non seulement un aperçu plus profond de ce qui s'est passé, mais aussi une reconnaissance renouvelée que nous ne devons jamais être complaisants, ou nous contenter de simplement condamner l'héritage de nos devanciers. Au contraire, nous devons redoubler d'efforts pour redresser l'héritage des injustices passées. Et si l'immensité de la tâche semble décourageante, notre parenté et nos affinités avec nos 4 roues, avec nos 4 régions naturelles, nos 4 poumons dans un même corps, peuvent renforcer notre détermination et notre courage. Les paroles de MGR Desmond Tutu peuvent nous guider et nous donner du courage. Lorsqu'il a été nommé président de la Commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud, il a déclaré « La vraie réconciliation n'est jamais bon marché, car elle est basée sur le pardon qui coûte cher. » Le pardon dépend à son tour de la repentance, qui doit être fondée sur la reconnaissance de ce qui a été mal fait, et donc sur la révélation de la vérité. Vous ne pouvez pas pardonner ce que vous ne savez pas. La commission doit être orientée vers les victimes de violations des droits de l'homme. Je voudrais que nous nous concentrions sur la réhabilitation des victimes et la restauration de leur dignité. Cette assertion de l'ancien prix Nobel de la paix, paix à son âme, nous rappelle que la vérité est comme un flambeau. Nationale, a-t-on le droit de se taire quand on connaît la vérité ?